Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce deuxième épisode de la balado. Un épisode qui sera étrange, vous allez voir. Il a été enregistré à Québec la semaine dernière pour, en fait, sur l'invitation du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Hélène Faradji, vous l'avez entendu l'an dernier, on en a parlé. Elle a eu cette occasion de devenir, en fait, la responsable de la programmation de ce festival, dirigé par Hugo Latulippe. Et ils ont pensé à inviter la balado. Donc, ils ont acheté un épisode pour qu'on parle, non pas tant du festival, et c'est ça qui est intéressant, c'était vraiment une carte blanche que j'ai reçue. Ils voulaient que je sois là, premièrement, pour inscrire l'enregistrement en lui-même de la balado dans la programmation du festival. Donc, on était dehors à la place Diouville à Québec, où il y a, dans le fond, l'écran géant, où on a programmé plusieurs films qui étaient gratuits. Le matin, il y avait genre des dessins animés avec des céréales qu'on donnait aux enfants. Il y a eu genre la trilogie de Ricardo Troggi qui a été diffusée la veille de l'enregistrement de la balado, qui, elle, a été enregistrée le samedi à 17h. Et vous allez voir, ça s'entend d'ailleurs. Et ça, il va falloir que j'y pense à l'avenir, parce que c'est toujours intéressant d'être dans une programmation où les gens peuvent venir. Mais là, on était dehors. Et là, il y a toujours un enjeu de... quand on projette un enregistrement audio dans les haut-parleurs, dans un endroit aussi vaste que la place Diouville, forcément, ça devient difficile au montage. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de formation en son, peut-être pour un vrai soundman, un ingénieur de son, ça aurait été facile. Mais vous allez voir, là, le son qu'on entend sur le site se répercute dans les micros, plus qu'on entend déjà avec le technicien. D'ailleurs, tout le personnel était vraiment extraordinaire au festival. Beaucoup de bénévoles, évidemment. Mais là, on a eu un petit malentendu parce que je pensais que j'allais avoir en plus l'enregistrement sur la console centrale. J'ai eu ce qu'on appelle le mix, une seule piste, mais là, je peux rien faire avec le montage parce que je peux pas adapter le volume des micros de chaque personne. Donc, vous allez voir, ça s'entend. Parfois, j'ai été obligé de faire des contorsions parce que l'écho était trop fort. Des fois, j'ai pas pu enlever l'écho parce que sinon, le son aurait été trop compressé. Et je voulais aussi qu'on garde l'ambiance. Donc, vous allez voir, là, sur le plan du son, c'est variable, mais ça sonne bien quand même. Là. Mais bon, il faut faire abstraction de l'écho éventuellement. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'était le samedi à 17h, le lendemain du party de DJ, qui était le party pour fêter les années 90, avec la sortie du nouveau film de Ricardo Troggi. J'avoue que j'étais un peu fatigué. Ça va peut-être pas paraître dans les entrevues parce que j'ai enlevé des erreurs factuelles au montage, mais vous allez voir, en fait, ça donne un épisode qui est un petit peu plus lousse que d'habitude, particulièrement le dernier bloc avec Martin Dubreuil et des gens qui vont s'ajouter sans que ça soit prévu. Vous allez voir, là je viens de finir de le monter, fait que j'ai comme les deux mains dedans. Là. Mais sinon, beaucoup de belles discussions, particulièrement le premier bloc qui lui mettait en vedette, évidemment, Hélène qui était là presque tout l'épisode, parce qu'à un moment donné, elle a dû quitter parce que son rôle de productrice, de responsable de la programmation l'a amené ailleurs. Mais le premier bloc, donc, il est avec Jawad Ralib qui venait présenter un film qui s'appelle Amal, dis-je, qui venait présenter un film qui s'appelle Amal, qui est un film de fiction, qui est vraiment un thriller, mais qui met en vedette une professeure qui est Amal, jouée par Lubna Azabal, qui est extraordinaire, et des jeunes issus de communautés culturelles dans un lycée en Belgique. J'en dis pas plus parce qu'on va en parler tantôt. Ça, c'était donc le premier réalisateur. Il y a aussi Hélène Milano qui est là, qui, elle, présentait un documentaire qui s'appelle Château Rouge. Château Rouge, qui est une station de métro dans un quartier plutôt défavorisé de Paris, qui s'appelle la Goutte d'Or, qui met en vedette aussi des jeunes issus de l'immigration ou issus de la diversité, qui sont peut-être de deuxième génération. Et il y avait également Henri Bernadet, qui venait nous parler des rayons gamma et aussi d'À l'Ouest de Pluton, qui avait été diffusé lors du festival. Je pense que c'était soit la veille ou le lendemain, là, mais il était en projection. Donc ça fait un bloc qui, j'avoue, a été difficile à mener pour les entrevues parce qu'on avait 3 films, oui, qui mettent en vedette des adolescents, mais avec des perspectives vraiment différentes. Et on avait en plus un petit clash culturel aussi, peut-être, avec la réalisatrice et le réalisateur venus d'Europe qui ont une réalité vraiment différente. J'espère qu'on va être capable, dans l'entrevue, de saisir ces différences, mais ça n'a pas été facile. Particulièrement Jawad, qui avait
pas tellement envie qu'on parle de son film en tant que tel. Vous allez en entendre parler de ce film-là, puis j'ai l'impression, malheureusement, que ce ne sera pas pour les bonnes raisons. Ça va être des gens comme Richard Martineau et Sophie Durocher qui vont s'en emparer, alors que le film en lui-même, la réflexion qu'il propose, mérite beaucoup plus de nuances que d'être pris à bras-le-corps pour encore casser du sucre sur le dos des immigrants. Ça, c'est mon feeling. On va le vérifier parce que le film va sur les grands écrans bientôt. Alors voilà, j'en dis pas plus. On commence donc avec ce premier bloc sur le cinéma et les ados. Je le résume comme ça, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà, bonne écoute tout le monde et on se retrouve tantôt. Alors voilà, Hélène Faradji, tout de suite, je vous dis bonjour. Bonjour Fred. Nous sommes dans votre nouveau fief. C'est vrai, ouais, à Québec. Ouais. Là, est-ce que vous êtes déménagé à Québec? Mais pas du tout. Parce que sur les réseaux sociaux, vous n'êtes qu'à Québec. Ben, en ce moment, parce que c'est le festival de cinéma de la ville de Québec. Donc, je suis là à plein temps. Et ensuite, je retourne à Montréal. On fait des blagues. On en a parlé la saison dernière, au printemps. Vous avez annoncé que vous alliez vous occuper de la programmation. Absolument. Vous êtes la boss de la programmation ou c'est collégial? Non, bah évidemment que c'est collégial, oui. Mais il faut bien quelqu'un en bout de ligne qui prend les décisions, voilà. Puis ça, c'est moi. Ah, ça, c'est le fun. Voilà. Alors là, j'insistais pour que vous soyez avec moi pour tout cet épisode parce que vous avez orienté aussi les sujets qui vont être abordés c'est vrai. Dans cet épisode-là. Oui. Je vais tout de suite présenter les gens qui sont avec nous. Jawad Ralib, bonjour. Bonjour. On va parler de votre film tantôt. Henri Bernadet, bonjour. Bonjour. Content que vous soyez là parce qu'on a déjà parlé... On a parlé des rayons gamma l'an dernier un petit peu. Absolument. C'est vrai. Et là, on peut mettre un visage sur des images. Ah oui. Et Hélène Milano, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste? Cinéaste. Bah oui, moi j'ai pas vraiment de frontières fiction, documentaire, c'est des films de cinéma, donc c'est comme ça que je dis. Mais... Alors là, vous êtes ici parce qu'on va parler c'est un bloc dédié au cinéma et les adolescents. C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours. Parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi? D'être homosexuelle. Si on fait rien, ça va gangréner. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abou Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Les élèves sont venus me voir, ils sont furieux. Il n'y a rien de bon dans ce livre pervers. Et ça va à l'encontre de ce que j'essaie de leur apprendre. Toi, tu vas arrêter de me faire chier. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible. J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. J'ai tombé sur la mauvaise personne. Jawad Ralib, vous êtes réalisateur belgeo-marocain. C'est votre 3e long-métrage? Enfin, de fiction? Oui, de fiction, parce que je fais du documentaire aussi. Donc, voilà. Ken Loach est une de vos inspirations? Complètement. Complètement? Hélène, j'imagine que ça... Moi, c'est mon cinéaste de chevet. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'un film de Ken Loach. Même ceux qui sont, disons, plus répétitifs, parce que c'est vrai qu'il y a une formule Ken Loach, mais reste que c'est d'une humanité, c'est d'une sensibilité au monde. Puis je trouve en plus que la personne de Ken Loach est en parfaite cohérence avec les films qu'il fait. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est toujours engagé aussi pour, par exemple, les droits syndicaux des gens qui travaillent dans les festivals qu'il va fréquenter. Ouais, par exemple. Jawad Amal, donc, qui est votre plus récent film. Parlez-nous un peu de la genèse. Oui, c'est très long à expliquer, mais je vais essayer de résumer. On a du temps. J'aime pas trop les synopsis et les résumés. C'est-à-dire que juste avant, j'avais réalisé un long documentaire qui s'appelle Autant les Arabes danser, où j'ai rencontré des artistes un peu partout, enfin dans le monde arabo-musulman, Égypte, Iran, Maroc, France, Belgique. Et c'est des artistes que j'ai filmés en création, notamment avec Yam Abbas, qui est dans ce film. On avait fait ici l'ouverture du FIFA à Québec et à Montréal. Et donc, c'est des artistes qui vivent dans la peur. Qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut aller,
qui sont sous la menace d'islamistes. Oui, de l'intégrisme. D'intégrisme, exactement. Et donc, suite, bien sûr, après sa vie festivalière, cinéma, etc., j'ai rencontré beaucoup de jeunes, notamment à Bruxelles, et des profs. Et là, le constat était un peu très difficile, très dur, dans le sens où on sent quand même cette montée de la radicalisation au sein justement de la société belge, au même titre qu'en France, en tout cas en Europe. Et surtout la peur qu'habitent les professeurs, parce qu'ils n'osent plus parler, ils n'osent plus rien dire, même pas enseigner, même pas aller plus loin que le programme. Et donc, il fallait leur donner la parole, il fallait les mettre au devant, il fallait tirer le signal d'alarme, parce que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à des profs. Et donc, ces profs, ils ont perdu le respect et ils vivent aussi sous la menace. Nous, on a été rattrapés par les attentats contre Samuel Paty, Dominique Bernard. On avait fini le film bien avant et on a été rattrapés et aussi par le harcèlement que vivent certains jeunes. Et donc voilà. Donc Amal, c'est une porte-parole des profs, mais des profs qui aiment leurs élèves et qui veulent les sauver. Parce que souvent, moi j'appelle ça non-assistance à enfants en danger. Tout à fait. Quand on les laisse entre les mains de gens radicalisés et il faut comprendre que ce film, c'est l'islam versus l'islamisme. C'est-à-dire que moi j'ai grandi, je suis né au Maroc dans un islam d'ouverture. Mon père a fait la Mecque, etc. D'acceptation de l'autre. Et je refuse en fait de voir tout ce qui arrive aujourd'hui à cause de connards. Il faut dire le mot. Qui sont une minorité, puis vous le rappelez. C'est une minorité. C'est ça le problème. C'est toujours une minorité. La majorité en fait silencieuse. Elle a peur en fait de parler. Elle a peur de se manifester. Et surtout de dire pas en notre nom. Il y a des parallèles. Hélène Milano, c'est un documentaire, votre Château Rouge, mais je trouve qu'il y avait des parallèles. Il y a une espèce d'hommage évidemment, c'est un portrait des jeunes, mais il y a aussi j'ai senti un hommage aux professeurs aussi. L'importance des professeurs, la rencontre avec la culture, avec la littérature. Et dans votre film Château Rouge, on retrouve ça aussi. Ouais, c'est sûr que, leur engagement dans le film que j'ai fait, Château Rouge, leur engagement renvoie quand même très vite à qu'est-ce qu'on veut dans notre société, quelle place on donne à l'éducation et finalement leur mission. Comment ils ont les outils pour travailler, comment ils ont les outils pour se battre, comment ils peuvent effectivement enrayer comment le poids des déterminismes sociaux joue. Parce que malheureusement, on vit quand même en France dans un système où il y a une reproduction des inégalités et selon comment on est né, avec telle ou telle difficulté ou telle facilité, ça va se retrouver dans les parcours des études. Donc ces enseignants sont extrêmement engagés pour accompagner ces enfants et les faire grandir. Mais il n'empêche que le système, de fait, va exercer une violence sur les adolescents et aussi sur les adultes, parce que leur mission, c'est enseigner, c'est faire grandir la personne, développer le libre arbitre. Et qu'est-ce qu'on veut comme système éducatif en France ? C'est vraiment une question fondamentale. Mais ton caractère, comment tu es ? Mais tu sais très bien comment je suis, tu me demandes comment je suis. Non. Toutes les années, on se connaît, tu sais pas comment je suis. Comment tu veux que je te décris ? Impulsif. C'est impulsif, moi ? Impulsif. Mais là, tu fais quoi ? Ferme ta bouche, toi, je suis impulsif. Mais là, tu fais quoi ? Regarde, il est bipolaire. Non, tu t'as demandé ton avis, toi. Voilà, t'es bipolaire. Voilà. Je suis pas bipolaire. Je dingo, il crie ça. Moi, je viens du théâtre. Ma formation de comédienne et de metteuse en scène fait que je viens du théâtre et je suis passée au cinéma parce que ce que j'écrivais nécessitait de passer au cinéma, c'était une évidence. Et pareil pour arriver au documentaire. Et en fait, je continue mon travail d'actrice, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Je travaillais beaucoup avec un metteur en scène marocain, franco-marocain.
qui m'emmenait aussi à la rencontre de jeunes gens qui me touchaient. Et j'avais l'impression que je les voyais pas au cinéma, à part le fait qu'ils soient stéréotypés, caricaturés, et surtout c'est qu'on parle à leur place, etc. Donc je me suis dit, mais en fait, ces jeunes filles, parce que j'ai commencé par montrer les filles, à ce moment-là, dire je veux faire un film qu'avec des filles, c'était pas, ça semblait extrêmement bizarre. C'était pas la mode à l'époque. C'est trop bizarre. Et c'est ça. Et puis après, j'ai fait un film avec des garçons. Et j'ai continué ce cheminement justement pour rendre ces jeunes gens visibles différemment et entendus différemment. Enfin, il me semble. Comment on filme dans une école publique? C'est Georges Clémenceau? Oui, c'est à Clémenceau. Voilà. Château-Rouge, c'est la station de métro? C'est la station de métro. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, le film, parce qu'à chaque fois que je venais, j'arrivais par là. Et que c'était... En plus, ça donne sur une rue qui est très animée, où il se passe plein de choses tout le temps. Et j'arrivais, moi, à chaque fois dans le quartier par là. Voilà. Et je trouve que c'est joli, c'est beau, Château-Rouge. Salut cousin. Salut. J'ai hâte de découvrir la ville. J'aimerais bien visiter le stade olympique, ça c'est un incontournable. Regardez-moi cette beauté-là. Regardez-moi les courbes. Tu viens d'où? Du Maroc. C'est pour ça la coiffure africaine. T'es trop gentil, c'est pas bien. Je préfère être trop gentille, en payer les conséquences. Ok, donc tu préfères te faire tuer que tuer quelqu'un? Clairement. T'es fragile, hein. Les gens, c'est pas trop mon truc ça. Non, laisse ta bouche, qu'est-ce que tu fais? Je me brosse les dents. Avec ma brosse à dents? Moi, je te dépile ou c'est quoi? Je suis pas dans leur monde, tu vois. T'as pas vu Omar? Il est où? Il a perdu. Non. C'est quoi ces conneries? On te dit qu'il l'a perdu, il l'a égaré. Tu veux que je t'égare ou quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Fatima, tu fais quoi? Tu fais encore des trucs louches? Non, tu te trompes, frérot. J'en ai jamais fait, de toute façon. Pas d'argent! Ah ouais! Moi, je vais arrêter. T'es folle ou quoi? C'est moi qui décide quand t'arrêtes ou quoi, là? Les gens se font une image de nous. Ils croient nous connaître. Ils pensent avoir trouvé qui on est. Ça les rassure. Vous vous voyez où dans 5 ans, vous? Moi? Millionnaire. Mais au fond, ils savent rien sur nous. Absolument rien. Henri Bernadette, là, on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce des Rayons Gamma. Tu as marché dans le quartier, tu as déménagé, je crois, c'est ça. En 2014? Ouais. Parce que la genèse, parce que toi, bon, t'es le co-réalisateur d'À l'Ouest de Pluton avec Myriam Véro. Oui. On en a entendu parler ici il y a quelques semaines parce qu'il y a eu des problèmes de distribution, il y a eu des appels sur les réseaux sociaux. Finalement, le film va être... Et oui, on le montre ici, sur la place Ivouville, en plein air, gratuitement. Voilà. Bon. Incroyable. Qui date de 2008. Voilà. Mon Dieu. Tourné dans la région? Ça ne rajeunit pas. C'était déjà de Québec? Oui, c'est à Loretteville. À Loretteville, voilà. Ouais, là-bas, là. Oui. Les Rayons Gamma, donc, le déclic, c'est déménagement dans un quartier... J'ai déménagé près de Saint-Michel, en Villeray. Puis j'avais envie de... C'est vraiment à la base, c'est vrai que j'avais envie de rencontrer des gens qui avaient un bagage culturel différent du mien. Puis, je voulais faire un portrait, pas un portrait, un voyage sensoriel dans Saint-Michel. Tu sais, c'était un peu ça. Qui est un quartier mal aimé. Ouais. De la façon dont on en parle souvent. Dans les médias, on entend parler des problèmes liés à l'immigration, la violence, c'est tout ça qu'on présente. Mais moi, c'est pas ça que j'ai rencontré, évidemment. Vraiment pas. Puis, Sandrine Cloutier, une prof de théâtre, qui enseigne à Georges Vanier, qui vient de Québec, je la salue. Elle m'a ouvert les portes de sa classe et je pensais pas refaire un film avec des adolescents. Ah ouais? Je pensais pas, mais pourquoi? Ça va. Tu sais, je me disais, j'ai comme déjà fait. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Là, mais non, mais ces jeunes-là, je les avais jamais rencontrés. Je les avais pas non plus vus sur un écran. Donc, pas à l'époque en tout cas. Donc, il y avait tellement d'histoires dans chacun d'entre eux que j'ai décidé de faire un film juste avec eux. En fait, on suit le destin, de trois protagonistes, jeunes. Les Rayons Gamma, entre autres. Ouais, exact. Et Hélène, vous venez de le dire, Hélène Milano, c'est que ces jeunes-là, on les voit pas à l'écran ou à la télé ou dans la culture.
et eux non plus se reconnaissent pas. Il y a vraiment, je dirais, une invisibilisation d'une certaine façon qui finit par faire en sorte que quand on en parle des jeunes, c'est jamais de la bonne façon. Et il y a des injonctions aussi qu'on demande aux jeunes, je pense. Puis je trouve que votre film, la grande beauté de ce film-là, c'est que c'est quand même dépouillé, c'est qu'on les voit parler beaucoup à l'écran. Et c'est étonnant que vous disiez qu'ils parlent beaucoup, parce qu'en fait, en vrai, pas tant que ça. J'ai décidé assez tard dans le tournage que j'allais les entendre directement, etc., parce que ça a paru évident qu'il fallait entendre ce qu'ils avaient à dire, eux, sur ce qu'ils vivent, là, maintenant. Ce qui n'était pas au début la forme dans laquelle j'étais partie. Et c'était pour moi très important. Je ne pouvais plus faire avancer sans... Voilà, il faut que je les entende. En fait, ce que je voulais dire tantôt, je me suis mal exprimé, mais en tout cas, j'ai senti ça en voyant le film puis en me préparant, c'est qu'ils doivent réaliser un portrait. C'est pas un examen écrit. En tout cas, tout le monde prépare une espèce d'exposé oral. Il dresse un portrait de quelqu'un. En fait, dans le programme d'examen, il y a une partie écrite et une partie orale. Voilà. Et cette orale, effectivement, c'est un peu sur cette matière où on voit le travail des professeurs, puisque effectivement, ils les accompagnent pour préparer cette orale-là. Et c'est vrai qu'en France, ça fait écho. Tout le monde sait ce que c'est effectivement ce moment du brevet des collèges avec ce premier examen. Mais le plus important, le plus violent, c'est ce qui se passe avec cette injonction à choisir. Et le problème, c'est que ils ont très peu de représentation de métiers variés. Ils se sentent très peu en confiance en eux. On va aller écouter un extrait, justement, de Châteaurouge. Le mot est grandir. Grandir. D'accord, grandir. J'ai un peu de regret de grandir, mais en vrai, je me demande ce que ça fait d'être grand. Être raisonnable. Qui dit grandir dit travail. C'est faire les bons choix. C'est découvrir le mal dans le monde. Découvrir que la vie n'est pas si simple que ça. Apprendre les classes sociales, la pauvreté, la richesse. Grandir, ça rend nostalgique. Wow. Mais tout votre film, Hélène Milano, il y a une scène particulièrement, je pense que je peux le dire, là. Les deux garçons qui dansent. Comment on réussit à faire des scènes comme ça? En fait, il faut du temps. Il faut passer du temps avec les personnes. Je suis pas arrivée en déployant tout de suite la caméra. J'ai passé du temps avec les adultes, j'ai passé du temps avec les jeunes. Et en fait, je voulais pas être en distance. Je voulais vraiment créer un lien aussi direct avec eux. Du coup, j'ai créé dans le collège pendant 1 an un rendez-vous. Tous les mardis, on se retrouvait. Et ils étaient volontaires et ça a formé comme une petite troupe en fait, un petit chœur. Et ils étaient là tous les mardis. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'étaient pas forcément cherchaient un peu leur place dans le système éducatif, mais là, ils étaient là tous les mardis. Et du coup, c'est un moment où on a partagé des textes. Il n'y avait pas forcément la caméra, pas du tout, mais on faisait des choses ensemble. Et puis il y a eu des moments où la caméra est venue, et puis la confiance, elle s'est construite petit à petit, et puis Youssef qui danse un des deux, j'avais repéré 3 mois avant dans une des improvisations, je dis mais en fait c'est un danseur lui, mais c'est en train d'éclore, donc c'est arrivé au moment où plus tard. Et ça c'est vachement beau. Mais vous êtes quand même celle qui est témoin de quelque chose qui est même pas présent dans l'esprit de ces protagonistes-là. C'est quand même fou. C'est un privilège incroyable. Ouais, ça, c'est beau. C'est aussi pour ça que le cinéma documentaire, c'est beau, parce que c'est une aventure qui fait que quand on est là au moment où, justement, quelque chose est en train d'éclore, quelque chose est en train... Ou dans la pensée qui n'a jamais été formulée, elle est formulée parfois pour la première fois. Moi, je suis toujours émue de ça. Je trouve que c'est beau, en fait. Là, j'aimerais ça qu'on rentre dans l'actualité un petit peu du Québec. Depuis quelques jours, il y a une histoire là, d'un jeune issu de l'immigration, ou des jeunes là, issus de l'immigration dans une école de Montréal, multiethnique, qui ont proféré des propos homophobes, des menaces envers un professeur. Évidemment, là, les commentateurs de l'actualité, les partis politiques ont commenté essentiellement cette idée qu'il y a des civilisations qui sont incompatibles avec la société québécoise, qui sont traditionnellement homophobes. C'est quand même particulier d'entendre ça dans une société issue du catholicisme qui a pas nécessairement toujours eu une belle approche de l'homosexualité. Vous avez tourné des images avec des jeunes issus
des communautés culturelles. Comment le cinéma peut aider à comprendre toute la complexité de l'intégration, de se sentir, de quitter une culture, d'embarquer dans une nouvelle culture? Ça m'a frappé en voyant vos films et en suivant l'actualité, ce décalage-là. Comment le cinéma peut nous aider collectivement à essayer de comprendre? C'est très simple. Vous savez que en général, le cinéma, il est inaccessible à beaucoup de jeunes à cause du prix des tickets, etc. Et notamment à des jeunes défavorisés, etc. Et donc beaucoup de jeunes, en tout cas l'expérience belge et même française, c'est qu'ils se retrouvent en fait dans des ghettos où ils n'ont pas accès à la même culture que les autres. Où justement on a ce gros problème qu'on traite justement dans le film à travers le personnage de Amal, c'est-à-dire les profs qui sont censés leur inculquer de la culture, leur ouvrir les esprits, etc., ont peur de le faire, ont peur d'aller, d'aborder certains sujets dont l'homosexualité, etc. Parce que c'est central dans votre film. Oui, enfin non, c'est pas du tout central, c'est un déclencheur. C'est-à-dire que le film aurait pu démarrer avec une autre thématique qui aurait pu créer un bug au sein de cette école. Donc c'est juste un déclencheur. C'est pas du tout. On n'est pas d'accord. Non, tout à fait. C'est juste que bon, il y a l'élève et le poète. Je trouvais quand même qu'il y avait un lien. Oui, parce que le poète, c'est. Je veux pas trop en dire. Je veux que les gens voient le film. Non, bien sûr. Non, mais voilà. Et donc pour moi, en fait, le cinéma, c'est ouvrir les esprits. Je prends l'exemple de ce festival, comme beaucoup, j'en ai fait énormément au cours de ma carrière. C'est justement l'ouverture, c'est-à-dire qu'on amène des jeunes, on leur montre le monde sans qu'ils voyagent. Et on leur montre ce qui se passe ailleurs et on leur ouvre les esprits et on les éclaire, enfin on allume des petits boutons pour justement contrecarrer ce qu'ils voient ou ce qu'ils vivent dans leur quartier ou chez eux. Et ça c'est important parce qu'ils ont un discours d'un côté, un discours souvent et c'est ça le problème du communautarisme, c'est qu'on a des jeunes, des gens qui sont délaissés et automatiquement il y a quelqu'un, un beau parleur, comme Tariq Ramadan en France par exemple, qui arrive, qui parle très très bien et qui peut très bien les embrigader à travers le verbe en leur disant, c'est la notion de la communauté. Donc venez, on va faire corps contre justement les oppresseurs. Et donc pour moi le cinéma, la culture, c'est primordial. C'est très simple. Vous prenez des jeunes, vous les laissez à l'abandon, ils vont vous casser des abribus, ils vont casser le bien public, etc. Ça va vous coûter très très cher. Vous investissez de l'argent dans la culture, vous allez éviter énormément de problèmes et surtout vous allez faire de ces jeunes une future génération qui est très ouverte et qui va accepter l'autre. Et donc ça, c'est par exemple en Belgique, on a là maintenant à partir d'octobre, on va avoir des rencontres dans des salles de cinéma avec 7000 jeunes financés par l'État qui paye les salles de cinéma. Et donc on les amène dans le cinéma, ils voient le film. Bien sûr, c'est très dur pour certains. Il y a tout un travail de préparation et il y a des débats. On va semer un virus de la culture et eux, ils vont aller propager ça. Moi, c'est du miel à mes oreilles, là, ce que je viens d'entendre. Henri, vous avez filmé des jeunes issus de l'immigration et dans le film, on les entend discuter à un moment donné sur la culture québécoise. Oui. C'est pas vrai que ça les intéresse pas, ils se voient pas. C'est drôle, j'ai raconté l'anecdote tantôt. Quand on a amené les jeunes à 3 des acteurs principaux à Saint-Sébastien dans la première, ils filmaient tout le long le film avec leur cellulaire, ils regardaient pas l'écran. Puis j'aurais demandé, puis avez-vous aimé ça? Ils ont dit, ouais, pourquoi? Parce qu'on joue dedans. C'est sûr qu'on a aimé ça. Mais c'est fou! Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qu'ils ont dit aussi dans les Q&A, c'est que dans les rencontres après le film, c'est qu'ils se voient dans le film, ils sont là. Ouais. Puis c'est rare. Ouais. Puis c'est ça qu'ils ont aimé dans le projet, je pense, c'est de participer à la chose. Mais on sous-estime tellement le pouvoir de la représentation. C'est-à-dire que de se voir exister à l'écran, ça a un pouvoir immense. Puis
On fait un peu comme si c'était anodin, le cinéma, comme si les images qu'on voyait, elles avaient pas d'impact, on les consomme, on les voit, on les oublie aussi vite, mais c'est pas vrai. Ça laisse des traces qu'on voit. Et ça peut laisser des traces profondes. Oui. Ça peut faire en sorte que quelqu'un, enfin, se sente exister, tout simplement. Ou pas, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans les Réogama, la scène où est-ce que ils parlent ensemble, j'aurais demandé est-ce que vous vous sentez québécois? Puis j'avais aucune idée de leur réponse. Ouais. Je savais pas ce qu'ils allaient me dire. Puis j'étais à terre, là. Je pleurais en arrière du moniteur quasiment, tu sais, parce qu'ils ont dit non, être québécois, il y en a quelques-uns qui ont dit tu peux pas être, c'est génétique, là. Tu peux pas devenir québécois. Pas devenir québécois, là. C'est dans ton ADN. C'est hallucinant, là. On est loin de faire un pays, là. C'est aussi parce que c'est des jeunes à qui on n'a jamais dit vous êtes québécois. Exactement. Donc, ils pensaient pas tous comme ça. Mais, puis il y a un échange intéressant là-dessus, je pense, entre eux. Mais, parce qu'il y en a un qui dit, ben non, moi, je suis québécois, tu sais, mais, il est né ici, donc peut-être qu'il se sent davantage québécois. Mais oui, ils ont des références, ils sont là, ils sont pas. Mais je pense que c'est passé politiquement des choses qui ont fait qu'on les a mis dans un coin, là. Il y a l'idée d'accepter. Puis je pense collectivement, en tout cas au Québec, là, j'ai l'impression qu'on a du chemin à faire d'accepter les identités multiples dans une même personne, que ça existe. Oui, mais il faut que la personne accepte aussi les identités multiples. Oui. En elle, vous voulez dire? Vous savez, si vous dites, OK, vous êtes libre de vous habiller comme ça, de manger comme ça, etc., il faut que l'autre accepte aussi, surtout quand il débarque dans un pays comme le Canada, Québec, France, Belgique, etc. Donc il doit s'adapter, il garde sa culture bien sûr, mais il doit s'adapter. Donc vous acceptez les différentes cultures, mais de l'autre côté, il doit accepter qu'une fille s'habille en mini-jupe, que moi je bois un verre de vin, que je chante, je danse, etc. Sans me dire non, mais ça me heurte. Et le problème encore une fois ici, et je pense que c'est le cas partout, et c'est une erreur monumentale. Ça s'est produit et ça se produit encore en France, en Belgique. Et c'est en train de se produire, d'après ce que j'ai compris, chez vous. C'est-à-dire que les politiques, pour des raisons électoralistes, ils ferment les yeux, ils mettent la poussière sous le tapis et ils se disent « Oula, ces pauvres gens, il ne faut pas les heurter. Non, on ne va pas leur dire ça, on ne va pas faire ça, on va les laisser, etc. » D'où justement mon désaccord avec Lubna par rapport justement à ces questions de... vous savez, j'ai des droits, mais j'ai aussi des obligations. Tout à fait. Et souvent, il y a des gens qui oublient qu'il y a des obligations. Et quand vous parlez de jeunes qui ont agressé pour homophobie, etc., des jeunes, je ne connais pas l'histoire, c'est tout simplement parce que l'école, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas aborder cette thématique et d'expliquer que ce n'est pas un choix, c'est comme ça. Vous êtes né hétéro, vous aimez les femmes, vous aimez les hommes, il y a d'autres personnes qui aiment les femmes, les hommes, etc. Donc voilà, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, ça prend de réels échanges. Pas juste, il y a un cours de valeurs québécoises maintenant au secondaire. C'est pas ça la solution. Oui, il y a ça, OK, mais c'est pas. Faut que ça soit à tous les niveaux, des échanges. Je sais pas, d'équipes de soccer, de culturel. Il faut que ça se passe à plein d'endroits dans notre société, puis qu'il y ait vraiment des ponts des liens qui se tissent comme ça. Là, je sais pas, Hélène, peut-être que je m'avance. Ces films-là, Amal, Jawad, j'imagine, vous savez, est-ce qu'il va être distribué au Québec sur écran, télé? Si, sur le 27. On le sait déjà, ça. Bon, OK. Pour les gens qui sont autour de nous, vous pouvez le voir à 21h ce soir au Diamant, en présence de Jawad, évidemment. Et ensuite, il prend l'affiche partout au Québec. Ils vont faire jaser, c'est sûr. Je suis sûr que je sais déjà qui va écrire sur ce film-là. Je ne serai plus là. Moi, je suis là. C'est peut-être une bonne chose. Je suis là le 17. C'est peut-être une bonne pour chose. l'avant-première à Montréal. Et après, je me barre. Parce que j'ai hâte de voir. Avec ça. J'ai hâte de voir
savoir qui va s'approprier le film. Ça risque d'être quelque chose. Ouais. Hélène Milano, est-ce que vous savez, Château Rouge, bon, c'est un documentaire, c'est pas le même circuit complètement qu'un film de fiction, mais est-ce qu'on sait si au Québec, on va être capable de voir ce film-là? Château Rouge cherche encore un distributeur au Québec. Alors, si jamais vous connaissez un distributeur bien intentionné, écrivez-nous, on va vous mettre en contact. Merci vraiment, puis on va s'assurer qu'on puisse voir vos films. On va en reparler. On va en reparler, voilà. Hey, merci. Pour une deuxième année consécutive, là, on note une augmentation importante du nombre de locataires qui visitent un comité logement. La raison pour laquelle nous vous écrivons aujourd'hui est pour vous inviter à reconsidérer votre décision. Nos proprios, ils vont reprendre le logement. Faut que j'arrête de regarder des apparts, là, ça me manque. Qu'est-ce que t'as vu? Ben, je suis juste comme, je me mets en action, tu sais. Cet appartement-là, c'est notre cocon. C'est notre quartier, notre ruelle, nos voisins. Tu sais, Simon, faut Alors, pas... on va rester dans le léger! Je pense que la bande-annonce est plus lourde que le film. Oui. Simon La Rochelle, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Sarah? Bonjour. Smith? Oui. Bonjour, merci d'être là. On va parler de votre film Chronique d'une crise. Simon, c'est pas ton premier film? C'est mon premier long-métrage, oui. Ah oui? Oui. Le film sur les sapins, là? C'est un court-métrage, ça. Oui. Parce que bon, là, il y a enfin des films, des émissions, même les journaux parlent de crise du logement. Ça a pris un bout de temps. Parce que quand on écoute les gens qui sont sur le terrain, ça fait longtemps que ça couve. Le déclencheur, bon... Ben, ça a été l'annonce par les propriétaires qui avaient nouvellement acquis l'immeuble où on habitait, qui allaient vouloir reprendre notre logement pour pouvoir y loger leur fille. À partir de là, vous décidez qu'on va tourner, vous allez tourner ça. Oui. Puis, Simon avait un peu de temps. C'était au mois de décembre, novembre-décembre. C'était une période morte là, pour un cinéaste. puis il y avait l'équipement, la caméra. Moi, je suis quand même de nature pudique. Fait que je dévoile pas beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais je pensais qu'il y avait peut-être une pertinence là. Toi, t'es pas cinéaste dans la vie. Là. Non, moi je suis conseillère syndicale. Donc je trouvais qu'il y avait une pertinence de dévoiler comme ça notre intimité, puis parce qu'on entend comme tu l'as mentionné là, beaucoup, on voit beaucoup dans les médias, on parle beaucoup de crise du logement, mais rarement on voit un portrait comme intime de ce que c'est de vivre ça, de ce que c'est de se retourner puis de sortir, de se reloger quand on vit un déplacement forcé en fait. Parce que ça s'est tourné sur combien de temps? Ben, dans le fond, on a eu l'annonce de la reprise autour de la mi-novembre. Oui. Puis, dans le fond, le film relate un peu notre quête pour trouver un nouvel appartement abordable. Puis ça s'est réglé, ça a pris un bon mois et demi, là, mais comme Sarah mentionnait, moi, à ce moment-là, j'étais technicien en cinéma. Donc, j'étais au chômage. Ce qui m'a permis de pousser là, la recherche beaucoup plus loin. Mais en même temps, c'est insécurisant. Oui, ben c'est existentiel en fait. On se rend pas compte, je pense, avant de le vivre, à quel point c'est existentiel. Puis comme on disait, ça a été long avant que les gouvernements reconnaissent qu'il y a une crise du logement. Mais maintenant, il y a comme pas une surexposition, mais je pense que à force d'en entendre parler dans les médias, puis surtout des cas très spectaculaires. Quand on parle de crise du logement, on parle des RPA, où là, tu as comme un immeuble complet de locataires qui perdent leur loyer en même temps. Ou des pauvres. Oui, c'est ça. Qui vivent dans un immeuble de 400 logements. Ça va faire les manchettes, mais entre ça, il y a plein de familles, de jeunes, de moins jeunes, qui vivent ça à répétition, là. Puis c'est quelque chose qui se vit de manière atomisée, là, c'est-à-dire c'est une épidémie. Si vous en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, des évictions, des reprises de logement, qui acceptent parce que bon, c'est difficile de savoir si c'est de mauvaise foi, de bonne foi, est-ce qu'on va se danser, enfin, on en entend, il y en a beaucoup, mais ça se vit de manière très, très isolée. Sarah, tu étais conseillère syndicale, mais ça implique donc une formation en droit? Oui, je suis avocate. Bon, parce qu'il faut quand même le dire. Ça aide tellement. Non, mais c'est ça la beauté de ce film-là. C'est pas juste un regard intimiste sur des gens qui vont peut-être perdre leur appartement. Au début, il y a ça. Et après ça, il y a une espèce de, OK, non, on va essayer de prendre le problème autrement. Exact. Et c'est pas tout le monde qui a une formation en droit et qui vit ça pour se rendre compte, OK, la loi, il y a peut-être des interstices. Et là, je veux
je veux pas donner le punch. Le film donne de l'espoir, mais en même temps montre comment il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais je suis contente parce que c'est ce qu'on voulait montrer avec le film, fait que si ça a été compris de cette manière-là... Ouais, mais ça, je les regarde les films avant d'inviter les gens. Moi, je sais qu'il y a des médias qui font pas ça, mais moi, j'essaie de faire ça. Non, mais ça me rassure. J'ai ce luxe-là, moi. Mais ça me rassure que ça a été... Parce que l'intention, c'était pas de dire « Hey, regardez tout le monde, faites comme nous, puis ça va régler le problème. » Non, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ouais. Parce que, on va le dire, dans le fond, nous, on est allé en processus de fixation de loyer. Donc, quand tu signes un bail, le propriétaire est tenu d'indiquer dans la clause G, la fameuse clause G, le loyer le plus bas payé dans les 12 derniers mois pour ces logements-là. Ouais. Sauf que, qu'est-ce qu'on constate présentement, c'est que soit ils omettent d'inscrire quelque chose à la clause G ou ils mettent un faux montant. Et puis là, s'enregistre... Et on peut pas toujours parler à l'ancien locataire. Non, c'est ça. D'où l'idée d'avoir un registre public. Exactement. Ouais. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça. Notre démarche, ça a été de cibler les appartements qui indiquait nouvellement rénové. Ouais. Comme ça, on se doutait qu'il y avait anguille sous roche. Souvent, c'est connu, dans le fond, on appelle ça le rent gap. C'est que quand tu as un logement que ça fait longtemps qui est loué par la même personne, il y a un gain un gain financier à aller chercher en le flippant. Ouais. C'est le terme populaire. C'est-à-dire de s'arranger pour qu'ils partent. Soit utiliser la reprise de logement. Oui. Des fois, ils vont aussi faire ce qu'on appelle un cash for keys. Ils vont t'offrir un montant d'argent pour t'inciter à partir. Ou du harcèlement. Ou du harcèlement aussi. Dans le fond, on se doutait qu'en cherchant des appartements qui étaient nouvellement rénovés, il y aurait de fortes chances qu'il y ait une augmentation abusive. Et puis, qu'on pourrait déposer une demande de fixation de loyer et puis demander une baisse de... Mais le problème avec ça, c'est... Là, il y a des gens qui nous entendent partout dans le quartier, des futurs propriétaires peut-être, qui se disent « Hey, ces gens-là sont en train de tuer la petite ma combine. retraite. » Vous détruisez la retraite d'honnêtes personnes, ou pas? Ça dépend comment on voit le logement. Bien sûr. Ça ne vient pas me convaincre. Hein. Mais donc, Emile, c'est un processus qui est complexe. Là, tout à fait, mais c'est un peu ça. Quand la ministre Duranceau dit on n'a pas besoin de registre des baux parce qu'il existe la section G, le film veut un peu montrer ça, c'est-à-dire la section G, ce que vous dites, là, ça n'existe pas, c'est-à-dire c'est inaccessible. Il faut des connaissances, il faut du temps, parce que ça nous a pris 1 an de recours. Premièrement, tu es en guerre avec ton proprio. C'est risqué parce que tu risques d'être mis sur une liste noire de la Corpic. Enfin, c'est pas vrai qu'il existe... Ils sont fragiles, hein, les gens de la Corpic. Là, le porte-parole, c'est quelque chose. Là. La famille est impliquée. Ça a-tu été difficile de les convaincre? J'imagine que c'est challengeant pour beaucoup plus de gens que juste vous deux aussi. Comment ils ont accueilli ça? Ça a-tu été dur de les convaincre? Ça se passait pendant la pandémie. En fait, on était en novembre 2021. Donc, il y a beaucoup de nos communications qui passaient par le téléphone. Fait que, nous, on leur disait pas. On leur a dit après. Ça a permis de garder un certain naturel. Je peux-tu te garder au montage? Oui. OK, ils savent le temps, là. Oui, ils savent maintenant. Ils ont vu le film, évidemment. Puis, en tout cas, je crois qu'ils sont... ma mère a vu le film pour la première fois hier. Elle était dans la salle hier? Oui, elle était dans la salle hier. Puis, je crois que c'est toujours confrontant là, de se voir à l'écran ou de s'entendre à l'écran pour une première fois, qu'on n'est pas habitué à ça. Mais est-ce que c'est parce que j'ai l'impression... Il y a des gens qui ont acheté des immeubles dans les années 80. Tu sais, même ma famille, là, je veux dire, un salaire, c'était suffisant pour acheter une maison. Je pense que ce qui a fait, ça a pris du temps aussi que tout le monde comprenne la crise du logement, c'est que les gens n'ont pas connu ça. Tu sais, aujourd'hui, 2 salaires, 2 pas pires bons salaires, ça peut être insuffisant. Mais si je peux me permettre, hier, on a présenté le film au festival et après le film, on a eu une discussion avec Maxime Fortin, un chercheur à l'IRIS. Et au bout d'un moment, et Simon et Maxime ont dit, mais peut-être que l'expression crise du logement, elle fonctionne plus parce que c'est un nouvel état de normalité. On n'est plus en état de crise, c'est maintenant rendu la normalité. Et c'est assez terrifiant, en fait, de penser à ça, de se dire que quand on est en mode crise, en général, c'est un moment où on essaye de trouver des solutions. Mais si on est rendu dans une nouvelle normalité, ça va juste s'installer et continuer. Non seulement c'est une normalité, mais c'est aussi l'état
optimale du marché du point de vue des propriétaires. Pour eux, c'est pas une crise. Pour eux, c'est une occasion financière extrêmement lucrative. Oui. Mais là, on est à un point où, socialement, il y a une fracture qui va juste s'agrandir. Je sais que c'est une marotte que je répète, là, mais on est dans un climat politique où le nationalisme est extrêmement mis de l'avant. Puis je trouve souvent que c'est un nationalisme de papier mâché, parce que si t'aimes ton monde à ce point-là, tu devrais être capable de te réunir en cellule de crise pour faire en sorte que tout le monde soit bien logé, que tout le monde ait accès à un système d'éducation de qualité, puis que tout le monde puisse être soigné. Alors que maintenant, tout ça est pas possible. En fait, tout ça est plus ou moins possible, mais en français. On dirait que ça va pas plus loin que ça. On est dans la rue, mais en français. C'est vrai. Ce documentaire-là, est-ce qu'il va changer ta façon de faire du documentaire, de choisir des sujets? C'est un peu un documentaire accidentel, là, dans le sens où moi, je travaillais en fait sur un autre projet qui est totalement différent. Je travaillais sur une course de camions modifiée en Beauce. Là. Puis au moment où on est ailleurs. C'est ça, je pitchais ce projet-là pour la première fois dans un incubateur de talent au RDM. Puis la semaine d'après, je recevais cet appel-là. Puis d'habitude, tu sais, quand tu conçois un film, ça peut développer un film, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Particulièrement documentaire, je pense aussi. Exactement. Même s'il y a plein d'argent pour financer le documentaire, on le sait. Hein? Parle-moi-en pas. Oui, c'est une manne. C'est ça, mais nous, ça a été, je veux dire, regarde, on a eu l'appel, puis j'avais la chance d'avoir accès à une excellente caméra. Puis au début, je me suis demandé, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai décidé de faire le film sans équipe. J'ai acheté un micro et puis une perche que je mettais sur un stand. Puis sinon, la caméra était tout le temps montée. Puis là, je disais à Sarah, OK, on a reçu un courriel de nos propriétaires. Attends avant de le lire. On se place, on se met devant la caméra. Puis là, on l'ouvre puis on lit. Puis tu sais, là, il y a eu beaucoup de montage dans le film, là, mais c'était quand même un défi parce que c'était des conversations d'une heure et demie. Ça peut être plate à tourner, là. Ouais, c'était pas plate à tourner dans le sens où on discutait. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme un peu un bateau qui s'est monté en naviguant. Puis tu sais, je veux dire, j'ai terminé le tournage du film, puis j'avais pas encore reçu mes réponses de bourse. Ça te donne une idée. Je sais pas si je peux le dire, mais pendant le film, il y a eu une nouvelle majeure. Oui. Non, mais il n'y a pas trop dévoilé d'affaires. Évidemment, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était prévu ou non, mais ça rajoute aussi un sentiment d'urgence aussi quand un jeune couple vit une situation instable comme ça. Avant de recevoir le fameux appel, on le savait déjà. Ah bon, OK. Mais ça, c'était pas clair dans le film. On était manipulés par le montage. C'est ça que vous nous dites. Vous avez eu un bébé. Oui. Voilà. Et je vais terminer avec ça. Le film vaut la peine d'être vu parce qu'on comprend la crise du logement de l'intérieur, on comprend les failles, la façon que la loi est faite, bon. Et ça vaut la peine juste pour le plan final. Ça, je le dirai pas. Mais juste le plan final, ça vaut vraiment la peine de voir ce film. Donc, Chronique d'une crise, est-ce qu'on sait... on parlait de distribution tantôt. Je dirais que c'est encore une difficulté de distribution, dans le sens que c'est un film qui a été fait de façon totalement indépendante. Fait que j'ai attendu que le film soit terminé pour le soumettre à différents distributeurs, mais malheureusement, il y a personne qui a voulu prendre le film sous son aile. Fait que c'est moi qui est responsable de la distribution moi-même en ce moment. Fait que... j'étais tellement heureux que Hélène sélectionne le film. Le fait que ce soit programmé ici, est-ce que Hélène, ça peut avoir un impact c'est l'idée, sur la distribution? C'est l'espoir en tout cas. C'est évidemment de choisir des films qui n'ont pas pour l'instant un plan de carrière, disons, établi, qui sont pas sous la protection d'un distributeur qui va leur assurer une sortie en salle. C'est sûr que nous, on espère que ça va arriver en leur offrant une première fenêtre de diffusion ici. Donc, tu sais, que le film marque suffisamment les esprits pour qu'ensuite, il puisse continuer sa vie et que tout le monde le voit. Simon Larochelle, Sarah Smith, merci d'être venu nous présenter Chronique d'une crise. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On le souhaite, en tout cas. La suite. Merci. Merci. Plus de 50 ans se sont déjà écoulés depuis le début de mon exil à Cuba.
al pueblo cubano. Viva el primer ministro, comandante Fidel Castro. Le symbole de l'Église, c'est une valise qui ne quitte jamais, qui nous suit de près. Parce qu'on est toujours prêt à partir. On se demande tout le temps quand. Alors ça, c'est le segment Les Inclassables. Je vais commencer par accueillir Martin Dubreuil. Bonjour. Salut. Je suis très content de te rencontrer. Je te tutoie, c'est rare que je fais ça ici. C'est vrai. Parce que je te vois dans plusieurs projets toujours intéressants. Cela dit, j'ai pas le câble. Je sais pas si tu joues dans des séries... Je suis assez content. Les séries dans lesquelles je joue, je trouve sont bonnes. X13, voilà. Ouais. Bête Noire. OK. C'est ça, j'ai pas le câble. 2019, tu as gagné le Jutra de la meilleure interprétation masculine pour un premier rôle, pour ton personnage Yves Boisvert, à tous ceux qui ne me lisent pas. Et là, tu es ici parce que tu incarnes Jacques Langteau dans le film Le 8e étage, Jour de révolte. Alexandre Isabelle, bonjour. Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, t'es ici pour un court-métrage? Exact. Parle-moi de ton documentaire qui s'appelle... Ben, c'est pas un documentaire. Excuse-moi, ton court-métrage. C'est une fiction. Je vais vous dire, j'ouvre une dernière parenthèse. J'étais DJ hier soir pour le party après le film de Ricardo Troggi. Je me suis couché à 3h du matin. Alors voilà, des fois, là, j'ai des crampes au cerveau. Mais je peux comprendre. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un court-métrage de fiction, mais qui s'est largement inspiré de mon rapport à l'existence. Donc, on joue quand même avec les codes, même si on est dans le réalisme magique et qu'il y a toutes sortes de choses qui ne peuvent pas exister. Il y a des ancrages biographiques. Oui. En gros, c'est un... Est-ce qu'on peut dire un conflit familial? Des tensions familiales? Ben, c'est... Entre le père qui est joué par Gaston Lepage? Tout à fait. Et Bruno Bouchard, l'acteur qui joue Étienne. Oui, on peut parler d'une famille désaccordée. Oui. On peut parler d'une famille qui est stigmatisée pour des troubles cacophoniques. Oui. Donc on peut l'interpréter comme on veut. Exactement. Et l'idée, c'est que ils sont pas vraiment le bienvenu à la parade de village et ils s'invitent à leur manière. Et chaque protagoniste est accompagné de sa musique. De sa cacophonie, en effet. Cacophonie. Et on les voit à l'écran, on l'entend, et c'est du trad. Oui, c'est notamment du trad pour diverses raisons, mais c'est sûr que... Ces raisons qui sont? J'en ai d'énormes, mais je vais t'en donner deux. On a le temps. Allons-y. Première, c'est sûr que grâce au magnifique travail de David Simard et de Mathieu Robineau, on a retravaillé ce qui s'appelle le Rille du pendu. Oui. C'est un classique? Tout à fait. C'est un grand classique. Ouais. Et le Rille du pendu, il y a un mythe derrière, il y a une légende comme quoi un prisonnier s'était fait offrir un violon désaccordé par le gardien. Le gardien lui avait dit, si t'es capable de faire jouer de quelque chose de ça, tu vas être libéré. Alors moi, j'ai voulu je me suis dit, pourquoi mon personnage serait pas né avec ce désaccordement-là? Puis, c'est tout le défi d'avoir à construire de la beauté à partir de quelque chose de chaotique. Là, et comme spectateur, puisque c'est un film, il y a un défi aussi. Absolument. À avoir... Et c'était souhaité. Heureusement que c'est pas un long métrage. C'est ça. Je pense que ce film-là aurait pu jamais... tu peux pas faire un spin-off en long métrage. Dans les années 60, ça aurait pu être possible, mais pas aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est grâce au travail de Olivier Calvert, notamment, à la conception sonore. Parce que le défi, c'était de faire en sorte qu'on travaille la cacophonie pour rendre quasiment ça insupportable, mais pas trop. Oui, pour suivre le fil. C'est ça, pour qu'on puis qu'on comprenne c'est quoi ça, c'est qu'on ressente les troubles cacophoniques héréditaires. Alors voilà, fait que ça a été quand même un gros travail d'équilibriste. Souvent les films, on ajoute du son dans quelque chose qui est vide. Oui. Ce film-là, c'était plein. Et on devait trouver des petits vides. Donc c'est vraiment, ça a été une conception sonore inverse. Et Gaston Lepage est formidable. Absolument. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir Gaston Lepage dans le rôle d'un vieux, parce que c'est un vieux comédien. Et on voit la maîtrise, c'est de l'expérience. Et il crève l'écran.
Tout à fait. Il a été généreux. Il est vraiment gentil puis le fun. Oui, Gaston, je l'ai côtoyé là, sur la babouinie d'André Forcier que j'ai faite. Ça, j'ai pas fait. J'ai pas vu encore. Il est vraiment cool. Non, il a été généreux. Il voulait venir sur le tournage avec son hélicoptère. Malheureusement, on n'a pas eu le stock pour l'accueillir. Mais mais parce qu'on a tourné ici en face là, dans le fond, j'ai souhaité à ce que le film soit tourné dans le village précis que ma famille a notamment été. C'est pas dans Bellechasse? Oui, c'est dans Bellechasse, c'est à Arma. C'est à Arma dans Bellechasse, en allant là, vers Massif du Sud. Oui, c'est ça. Voilà. C'est drôle parce que je suis allé l'été passé, là, j'ai loué un truc, un chip, une maison écologique, qui s'est avéré pas du tout écologique. J'ai dû partir après 2 jours parce qu'on avait des rhumatismes et des problèmes respiratoires. J'ai traversé un village qui fêtait son 150e, je pense. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est lui. Je sais pas si c'est lui. Oui, en toute honnêteté, je pense. Ça fait 4 fois que je me trompe, là, c'est lui. Mettons que c'est lui. C'est moi qui fais le montage, c'est lui. Mettons que c'est lui. Mettons que c'est lui. Non, mais tu fais bien de le mentionner parce qu'il y a une richesse traditionnelle des parades très forte, notamment là, Chaudière-Appalaches et Beauce, à chaque fois que c'est 100e, 125e, 150 etc. Les gens paradent. Ouais. Puis l'idée, c'est que chaque famille ou chaque compagnie fait son char allégorique. Ouais. Puis à l'époque, moi, quand j'ai vécu le 150e d'Arma, ben ma famille en a pas eu de char allégorique pour les raisons susmentionnées. Oui, donc c'est une petite revanche, quoi. C'est de bonheur sur le piton? Adore mal de ça, Je te comprends, moi, avec. T'en viens-tu? Non. Comment ça, non? Je l'ai dit. J'en ai assez de faire rire de nous autres. Ça se passera pas de même cette fois-ci. Ça fait des mois que je me prépare pour cette parade-là. Fais-moi confiance. Vaut mieux se dépenser autrement. Tant pis! Je pensais que c'était une affaire de famille! Bon, là, je fais une pause parce qu'il est arrivé... en fait, 2 invités se sont ajoutés. Pedro Ruiz, le réalisateur du film sur Jacques Langto, Le 8e étage, et Jérôme Minière. Et ça, c'était pas prévu. Fait que là, j'avais pas rien de préparé pour les accueillir. Et ça va un peu déstabiliser l'entrevue, qui est un peu étrange aussi. Je sais pas si vous le notez déjà, parce que, bon, c'est le dernier bloc. Ça a été beaucoup plus long que prévu. J'ai quand même enlevé quelques passages des autres blocs. Donc, le temps avance. Il fait chaud. Je me rends compte que ça a été vraiment une entrevue, un épisode peut-être un des épisodes les plus difficiles à faire. Mais voilà. Donc, mais là, je suis content de cet imprévu parce que j'ai 2 nouvelles personnes qui s'ajoutent. Mais vous allez voir, ça déstabilise l'entrevue. Et je me rends compte aussi, le son, le fait qu'il y ait des gens... La table était comme était transversale, un peu excentrée de la place Diouville où il y a les chaises où tout le monde pouvait s'asseoir. Il y a quand même beaucoup de monde qui regardait, qui écoutait l'enregistrement, mais il y avait des invités qui faisaient dos aux haut-parleurs centraux, et il y en a qui faisaient face. Alors, c'est ça qui est difficile pour balancer, pour avoir un son un peu plus uniforme. Mais bon, voilà, je vais arrêter de m'excuser, c'est ça qui est ça. Cela dit, je vais y réfléchir à l'avenir quand je ferai des partenariats comme ça, de peut-être être dans des endroits un peu mieux contrôlés sur le plan du son. Être devant le public, ben, je pense que c'est le fun de rencontrer les gens. Mais là, dans un endroit vaste, à l'extérieur comme ça, c'est pas évident. On entend des mouettes aussi qui passent à un moment donné. Voilà. Alors, j'accueille donc les 2 invités sans filet, mais ça finit par faire une entrevue vraiment sympathique qui est assez rare. Pas que c'est pas sympathique, la balado, mais ce type d'entrevue-là, j'en ai pas fait souvent, puis j'avoue quand même, j'ai quand même eu du plaisir. Alors voilà, de retour au festival. Ah, attends, oui. Ben venez donc, là, vous êtes là. Jérôme Minière qui est là, qui a fait le... Ah oui, Jérôme. Pedro Ruiz, le réalisateur. Ah, ben Pedro est là aussi. Ah, ben attends, OK, go. Assez d'écouteurs et de micros. Jérôme Minière, bonjour. Et bonjour. On se croise souvent. Oui, dans le quartier. On se salue pas vraiment, hein? Non, hein? Pourtant, Et en plus, je savais pas que tu avais une moustache maintenant. Donc, j'ai pas été très attentif. La moustache, elle apparaît et disparaît vraiment d'une semaine à l'autre parce que pour vrai, j'apprivoise l'idée. Mais quand j'ai une moustache, j'ai l'air
d'un gars qui s'appelle John Sausage, puis qui a fait des films porno dans les années 80, puis qui est à la retraite. J'ai l'air d'un acteur porno à la retraite. Okay. Mais c'est juste la moustache, c'est pas le reste. Là. Je vais sûrement dans le beau montage. Mais je comprends cette hésitation de moustache, ceci dit, parce que moi, j'ai eu une période cette année aussi. Moustache? Mais moi, je sais pas à quoi je ressemblais, mais c'était définitivement pas le même casting que toi. C'est ça, on essaie des affaires. Jérôme Minière, tu as fait la musique pour... le 8e étage, de Révolte. C'est rare qu'on fait ça. On va commencer par la trame musicale. Accessoirement, on parlera au réalisateur et à l'acteur. Non, c'est parfait. Comment on fait? Regarde, je fais des blagues. Tout le monde peut embarquer. Là. C'est un film particulier. Merci. Oui. Dans mon pays, c'est différent. Ah, ouais, c'est ça. Ton pays qui est? Venezuela. Ah, bon, voilà. Et Québec. Oui, bon, voilà. Ah, identité multiple, on en parlait tantôt. Comment se déclenche? Parce que c'est un film qui mêle fiction, témoignage en temps réel de Jacques Langto, qui est toujours vivant, avec Martin Dubreuil, qui l'interprète. Et vivant aussi? Oui. Il y a un jeu de temporalité. Des fois, t'es aujourd'hui, des fois, t'es même conscient que t'es dans un film. Ton personnage accuse le fait qu'il joue dans un film. Ouais, on voit le perchiste. Tu sais, c'est ça. C'est comme on brise le quatrième mur, comme on dit. Tout à fait. C'est le prétexte d'une équipe qui va aller tourner. Ouais. Il y a même une scène où le soundman me dit, j'ai dit, je suis fatigué, là, puis il va me chercher un café. Finalement, il me ramène du rhum. Il m'appelle par mon nom, Martin. Il y a toutes sortes d'espèces de mise en abîme. Là. Donc, Pedro Ruiz, c'est ton idée? Oui, c'est mon idée. Pourquoi un film sur Jacques Langto? Pourquoi pas? Mais encore? Attends, ton parcours avant de cinéaste? J'ai fait un film sur Pedro Juan Gutiérrez. C'est l'écrivain cubain, une sorte de Charles Bukowski, qui a fait trilogie Salle de la Havane. Pedro Juan Gutiérrez, c'est un grand écrivain cubain qui est venu ici à Montréal pour présenter un livre de poèmes. C'est Jacques Langto qui avait la maison d'édition. Ah, voilà, qui l'a édité. 2005, je te parle de 2005. Okay. Tu as été photojournaliste? Oui, j'ai travaillé 14 ans pour le journal Le Devoir. C'est là qu'on s'est connus. Il était venu faire des photos pour jouer dans une pièce de théâtre au Prospero, Le Chant de Meux, écrit par Robin Aubert. Pedro était venu me prendre en photo avec Hubert Proulx. Oui. Les deux acteurs. Il m'avait dit, toi, je vais te recontacter. Tu vois, c'est son truc, parce que moi, c'est la même chose 2014. Je prépare le mini-show, il est arrivé, il a dit... on va faire un film. C'est la douce séduction. C'est la douce séduction. Donc, Pedro, peut-être que ma moustache, puisqu'on se rencontre pour la première fois, va peut-être te donner l'envie de faire un film avec moi dans 4, 5, 6, 7 ans. Mais pas porno. Non. Donc, ce film-là est librement adapté du livre de Jacques Langto. Transposé. Voilà, OK. C'est pas une adaptation, c'est une transposition. En fait, il a écrit ce livre-là parce que je l'ai dit, il a écrit ce livre-là dans un sens, je l'ai motivé. En 2009, je l'ai rencontré à Cuba, dans les jardins de l'Hôtel National. Ouais. Je tournais le film La dérive douce d'un enfant de Petit Guava sur Daniela Ferrière. Ouais. Qui a édité aussi, il a été l'éditeur de... Lui, il était l'éditeur de ses premiers 11 livres. Ah oui, quand même. Les premiers 11 livres. Ouais. Et bon, à partir de là, on a fini l'interview, et Jacques a tourné, il m'a dit, Pedro, dans ces balcons, j'ai passé tel moment de ma vie, presque 4 ans de ma vie en exil. Je lui ai dit, hey man, écris ça, on pourrait faire un film. Okay. Et un an après, il a écrit un livre, il l'a publié, Les plages de l'exil, j'ai estanqué. Et après, il m'a accusé dans la presse, Pedro Ruiz, qui voulait faire un film, j'ai fait ce livre pour ça, mais maintenant, il n'a pas fait le film. T'as pas eu le choix de faire le film. Il est comment, Jacques Langto? Il est drôle, il est super. Quand je l'ai rencontré à Montréal, parce qu'il y a un pied à terre à Montréal, j'étais allé chez eux le rencontrer avant le tournage. J'étais impressionné. Là. Pour moi, c'était un révolutionnaire comme ça, là, un vrai rebelle là, qui a pas eu peur puis qui a fait des actions comme ça. C'est un âge aussi, hein, il a fait ça jeune. Là. Dans la vingtaine, t'as des visions, t'as des buts, t'es courageux. C'est pas tout le monde qui l'est. Lui, c'est quelqu'un de très courageux, fait que j'avais beaucoup d'admiration, puis la cause, puis tout ça, puis cette époque-là, la cause était plus claire, on va dire. Oui, mais en même temps, je trouve en vieillissant, ma perception du FLQ se transforme. Puis quand je les écoute parler, puis dans le film, on l'entend, je trouve qu'il y a une naïveté totale, qui est pas toujours attachante.
Total, mais c'est naïveté, c'est que... Ben, c'est comme, mettons, je fais un parallèle avec ma vie de rockstar. Oui, de tambouriniste. OK. T'écoutes des bandes qui te font rêver. Tu t'identifies à ces bandes-là, les Beatles, les Guns N' Roses, tout ça. Puis là, moi, à 19 ans, là, 17 ans, je marchais sur la rue Sainte-Catherine, je m'en allais vers l'ouest. Ouais. C'était plus anglophone. Là, j'amenais une petite bouteille de whisky, puis moi, j'étais à LA, là. Avec mon chum, là, on marchait, on buvait du whisky sur la rue Sainte-Catherine l'après-midi, puis on était à LA. Là. Puis là, on voulait devenir Guns N' Roses. Fait que là, c'est un petit peu la même chose. Oui, c'est l'âge, c'est des visions. C'est moins... C'est parce qu'il y a eu des actes quand même. Pedro Ruiz, tu refuses l'étiquette de terroriste pour Jacques Langto. Totalement, parce que le concept de terrorisme, ça venu, je pense que la Révolution française, c'était l'État qui faisait le terrorisme. Je pense que c'est un concept diffus et maintenant on l'utilise ailleurs. Oui, on l'utilise beaucoup, partout, à gauche, à droite. On parlait de l'intégrisme musulman tantôt, là, on l'utilise beaucoup à ce niveau-là. Il y a des images aussi, ça m'a fait penser un peu au documentaire de Kurt Cobain. Il y a du dessin animé parfois dans le cas de Kurt Cobain, c'était les moments très personnels de sa vie. Dans ton film, Pedro, c'est beaucoup les moments historiques, en fait? C'était un hasard, mais on a utilisé les animations parce que ça raccourcit la distance pour raconter. C'est facile, ça passe vite, ça surprend aussi. Et aussi, c'était un film avec des petits budgets. Ah oui, voilà. Il faut parler de Castro, de Fidel Castro. Parce que dans le film, il apparaît, il y a des images assez aujourd'hui aussi, je trouve, avec la distance, avec Pierre-Éliott Trudeau. L'amitié que les deux avaient. Jacques Langto, il dit que c'est l'amitié Castro-Trudeau a tué le FLQ. C'est une interprétation? Oui, la mienne en tout cas, oui. C'est intéressant parce que l'amitié presque homosexuelle entre Castro et... disons-le, homo-érotique. Oui, homo-érotique, totalement. Tout à fait. C'était l'admiration mutuelle et c'est beau ça. C'est beau que ça existe. Mais ça tuait ces groupes. Mais aussi, il faut dire que je pense que Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque aussi... Il y avait un calcul, si je suis ami avec Castro, ça va aussi faire chier les nationalistes québécois. Parce que l'essentiel de la carrière de Pierre-Éliott Trudeau, c'est un petit peu ça quand même. Là. C'est un grand chef d'État, mais pas dans la bonne équipe. C'est quelque chose que le pays qui célèbre les révolutionnaires accueille les Fedkis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une théorie du complot qui dit que Justin Trudeau est le fils illégitime. Ouais, moi, j'ai tendance à croire. C'est vrai que ça circule Oui. Moi j'ai des photos dans les archives, dans la quête qu'on a fait. On avait des photos de Fidel et Trudeau en G-string. Et ma productrice m'a dit non, Pedro, non, arrive pas jusque là. Dans ces photos-là? Oui. Justin est l'enfant de Fidel et de Pierre-Éliott, finalement. Oui, c'est ça. Il est né par Castro-Genèse. Cela dit, Pedro Ruiz, j'ai trouvé un silence sur... Je trouvais aussi qu'on idéalisait un petit peu la révolution cubaine. On parle pas des excès, des prisonniers politiques, mais reste qu'en terminant le visionnement, moi, ça m'a un peu... je trouvais qu'on aurait quand même pu le mentionner. On idéalise beaucoup de choses dans la vie, mais dans ce cas-là précis, je fais une transposition d'un livre, c'est mémoires. Je prends un angle, parce que quand tu fais des films... Non, mais ça reste que c'est un choix. C'est un choix, mais écoute, mais le cinéma aime la précision. Tu peux avoir une forêt. Dans le cinéma, il faut avoir l'arbre, et tu rentres dans la craque. Mais des fois, il y a un gros acajou à côté, là, en tout cas. Jérôme Minière, on a commencé avec vous. Comment on fait la musique? Comment on fait la musique d'un film comme ça? C'était pas du tout préparé. C'est vraiment la rencontre avec Pedro, c'est-à-dire que on a eu une dynamique ensemble et Pedro il est très musicien et très... en fait, il y avait un côté... moi, en fait, c'est ça qui m'a embarqué à fond, c'est le côté un peu réalisme magique et... C'est un vrai artisan qui fait ses trucs lui-même et tout. Il faisait son montage à côté de sa maison, dans une grange, et des fois il m'envoyait une photo, il y avait sa chèvre à côté et tout ça, et moi c'est tous des trucs qui m'ont qui m'amenaient de la joie et du bonheur. C'est-tu la première fois que faire une trame sonore pour un film? Non, c'est pas la première fois. Parce que je savais pas que t'allais être là, je sais pas préparé rien. Non, mais moi non plus, je savais pas. Non, c'est pas la première fois, mais je dirais que c'est la première fois que ça se fait sur une vraie rencontre comme ça, d'individus.
Mais c'est pas une commande. Ah non, zéro. Ouais, zéro. Et en fait, moi, j'ai aimé la poésie de Pedro. C'est ça qui m'a embarqué de A à Z. Et après, c'est ça, le film, il a ses qualités, ses défauts. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai fait, c'était juste du bonheur. Est-ce qu'il va être présenté sur le grand écran, ce film? Ça part en Espagne, ça part en France, mais ici, ça va sortir en octobre à TVA. Ah oui, mais évidemment. La version au nord de télévision. OK. Est-ce que le sujet peut être rébarbatif pour la distribution, à votre avis, vu que c'est un ancien Felkis? C'est politique, c'est Cuba. J'imagine que dans il y a l'aspect documentaire. Ouais, c'est vrai. Puis moi là-dessus, je sais pas pour la distribution, mais pour monter le film lui-même, tu as mis des années parce qu'au fond, c'est quand même un sujet qui est limite. Langto, il est répertorié dans Wikipédia comme terroriste. C'est dur de financer un film comme ça. Bien sûr. Hey, merci. C'est une œuvre d'art, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est de l'information importante. C'est une œuvre d'art. C'est pas un cours sur l'histoire du FLQ et de l'indépendance du Québec. C'est une interprétation. C'est un beau film. Puis on peut en discuter après. Puis je pense que c'est quand même une qualité. Pedro Ruiz, merci. Martin Dubreuil, merci. Je suis content qu'on se soit rencontrés. Ben oui, moi aussi. Jérôme Minière, on va pouvoir se parler un peu quand on va se croiser. La prochaine fois, près de l'épicerie. Voilà. Et Alexandre, Isabelle, là, un court-métrage, il y a toujours des enjeux de distribution ou à part les festivals. Quand est-ce qu'on va mettre des courts-métrages au début des longs-métrages au cinéma? Ça me semble tellement simple. On pourrait faire une table ronde avec des distributeurs là-dessus parce que ça il y avait un programme qui s'appelait Pourquoi pas un cours. Moi, j'ai déjà joué dans un court-métrage qui était avant un long, puis il a été hué. Là, t'es dans le cinéma pour un long. Là, il y a un cours, puis là, le monde hue avant le long. Hey, c'est peut-être la dernière fois qu'il y a eu un court-métrage. C'est à cause de celle-là. Non, mais c'est des incubateurs de talent. Mais c'est sûr, puis on parlait de formel, tu sais, ça nous permet, le court-métrage nous sort de notre zone de confort, peut-être qu'il fait parfois huer, mais tu sais, c'est nécessaire, tu sais, dans le sens qu'il faut C'est rare qu'un court-métrage est hué dans une programmation de court-métrage. Il fallait vraiment qu'il y ait un long après. En effet, ça serait assez problématique, mais en effet, moi, je milite pour ça, là. C'est sûr qu'il faut du court avant du long, puis en effet, c'est un tremplin formel, puis c'est souvent la relève, mais il y a aussi des gens qui font du cours toute leur vie. Parce qu'ils veulent faire du cours. C'est un médium qui est légitime. C'est ça. Puis malheureusement, il est sous-estimé. C'est vrai que ça manque les avions. Il y a des avions. Dans les avions, il y a des programmes de court-métrage. C'est pas tout le monde qui peut prendre l'avion. C'est vrai, ça prend une carte de crédit. Pour aller à Cuba, genre. Ouais, puis huer dans un avion. Ouais. Hey, merci, je suis là, je t'avoue, j'ai faim. Okay. Merci vraiment. Merci. Et merci au public qui était là, très patient. À la fin, ça dérapait un peu, mais voilà. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce deuxième épisode. Ça a été quelque chose. Alors, je remercie tout de suite mon partenaire Communauto parce que dès le début de la saison 7, j'ai eu la chance de voyager dans un véhicule Communauto. C'est mon partenaire depuis la saison 1 et je suis vraiment très heureux de compter sur les voitures de Communauto pour me déplacer comme ça au Québec. Alors, merci à toute la gang de Communauto. Merci à tous ceux qui ont accepté de venir discuter autour de la longue table ondulée à la place Diouville. Je remercie Hélène, évidemment, et la confiance du festival d'Hélène Faradji et d'Hugo Latulippe. J'ai vraiment aimé l'expérience, là. Je pense juste qu'à l'avenir, ça serait intéressant qu'on soit dans un endroit un peu plus petit, mais quand même ouvert au public. Parce que je pense que le setup qu'on avait a influencé aussi les invités. C'était peut-être intimidant pour certaines personnes de s'entendre partout sur la place Diouville. Il y en a qui me l'ont confié après l'enregistrement, je ne dirais pas qui. Mais tu sais, c'est ça. Alors, peut-être qu'à l'avenir, j'aimerais bien y retourner. Je pense que le party la veille, bon, évidemment, vous ne l'avez pas entendu, mais j'étais DJ au Diamant, au 2e étage, et ça a quand même levé pas mal. Fait que je pense que ça serait à refaire. Mais j'aimerais refaire l'exercice. Puis aussi, peut-être des fois,
sur 2-3 jours sur le festival, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut attraper plusieurs personnes parce que là aussi, on avait des contingences d'horaire. Il y avait des gens qui étaient déjà repartis. Il y avait des gens qui étaient en pleine projection avec présentation de leur propre film au moment où nous, on enregistrait. Fait que, voilà. Mais je remercie donc Hélène Milano pour son documentaire Château Rouge. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Pour l'instant, il n'y a pas de distribution. Je remercie Henri Bernadet. J'étais content de le rencontrer parce que j'aime beaucoup son cinéma. Jawad Ralib également. J'ai hâte de voir les réactions qui entoureront la sortie de son film Amal. Merci à Simon Larochelle et à Sarah Smith pour s'être confiés. En fait, de nous avoir offert ce portrait intimiste de ce qu'ils ont vécu et d'être venus en parler. Et merci à Martin Dubreuil, à Alexandre Isabelle, son court-métrage, ça aussi, ça va être un enjeu. Mais c'est bon, il y a du trad, il y a des musiciens vraiment de haut niveau également dans ce court-métrage-là. Et il y a Gaston Lepage qui crève l'écran. Donc, merci. Merci également à Pedro Ruiz et à Jérôme Minière qui se sont ajoutés. J'étais content de parler à Jérôme parce que c'est vrai qu'on se croise souvent. Puis moi, contrairement à la rumeur, je suis un peu gêné dans la vie. Fait que, tu sais, je salue pas. Je suis sûr que les gens pensent que je suis froid, mais c'est parce que des fois, je suis gêné. Puis je me dis, ils n'ont peut-être pas envie d'être dérangés dans leur petit train-train. Fait que Jérôme Minière, je vais pouvoir le saluer quand je vais le revoir. Ben, j'ai beaucoup écouté de Jérôme Minière. Ça m'a donné le goût de m'y replonger. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va terminer cet épisode avec un extrait de la bande son, de la trame sonore, en fait, du 8e étage, Jour de révolte, parce que c'est Jérôme donc, qui a fait la trame. On va se quitter avec la pièce Exil 1. Et nous, on se retrouve dans une semaine dans vos oreilles. Et là, je vais reparler à Hélène. On va être dans les luxueux studios de Balado. Il va y avoir Corinne Laperrière et peut-être même Gabriel Brassard-Lecourt de Pivot. Là, je suis en train d'y écrire. Au moment où on se parle, elle est en train de m'écrire. Alors, voilà. Hey, bonne semaine tout le monde. J'ai très, très hâte de vous retrouver. Puis j'ai hâte d'avoir vos commentaires également sur cet épisode. Salut!